soir. Je laisse Olivier présenter. Voilà, donc le MOOC idéal, c'est un acronyme, hein, c'est pas complètement qu'il soit idéal. C'est l'acronyme pour Implementation of Developmental Learning. C'est un domaine de l'intelligence artificielle, l'apprentissage développemental, sur lequel j'ai bossé sur un projet de recherche pendant 3 ans ici. Et le MOOC, c'est un peu la concrétisation des résultats, enfin, donc la diffusion et l'animation d'une communauté scientifique sur ce domaine. Donc c'est un domaine très, très pointu, et une petite communauté internationale. Alors, je me proposais de vous montrer le teaser, en fait, pour vous. Hello, I am Olivier Georgeon with the SILEX group in the Lyris department at the University of Lyon. And together with my colleagues, we present this free online course on developmental artificial intelligence. We hope to promote the developmental AI research agenda while spreading the current state of the art. Developmental AI is a new branch of AI that aims to create an artificial system that can develop autonomously like a newborn baby. If implemented in a robot, it will initially behave like a kitten or a puppy that explores and plays with its environment. Hey. The very long-term objective will be to create a version capable of reaching human-level intelligence. It goes beyond the mere sensory-motor adaptation because it involves autonomous goal construction, self-motivation, and playful behavior. It involves fundamental questions of cognition, such as autonomous sense-making, individual choices, creativity, and free will. The mechanisms at play precede and ground higher-level intelligence, such as problem-solving, symbolic reasoning, and language acquisition. A key feature of developmental learning algorithms is to generate self-programming. Self-programming means that the data that is learned can be re-executed by the system itself. This radically differentiates developmental learning algorithms from traditional machine learning, such as neural networks and reinforcement learning, which learn weights and parameter values. Self-programming raises many questions. For example, learning executable code to what end? This is the problem of the agent's intrinsic motivation. What programming language and execution engine for the learned code? This is the problem of the agent's cognitive architecture. Or even how to assess the capacity to self-program. The course will teach you the necessary background in cognitive science to answer this question. Specifically, constructivist epistemology, biologically inspired cognitive architecture, and the theories of situated cognition and enaction. You will be offered different activities in order to analyze and reflect upon this theory, individually or collaboratively. Optional programming activities will also teach you to design robots or virtual agents, such as the sharks shown in this video. These sharks generate natural learning behaviors, such as playing together and exploring a dynamic and imprecise environment without ontological assumption about the object that they may encounter. The developmental AI team at the University of Lyon hopes to see you in the MOOC. Donc il y avait 6 séances plus une 7e de conclusion. Donc ça représente chaque semaine. Donc semaine 1, on faisait d'abord une annonce par email. Donc les participants qui s'inscrivaient étaient avertis que le cours était disponible. Donc ils recevaient ça par email. Ils avaient un lien à la fois vers la plateforme Caroline Connect, où on avait des instructions dans la plateforme, mais aussi un lien vers le contenu du cours qui était sur un site web qu'on a fait séparément. On trouvait que c'était plus facile de mettre le cours sur un site web séparé que sur la plateforme. Juste l'avantage, c'est que ça reste disponible comme un pair de MOOC maintenant. Et à partir de ces pages web, ils pouvaient cliquer sur un lien pour commenter et créer des discussions dans une communauté Google+. Donc semaine suivante, nouvelle annonce avec nouvelles leçons disponibles, nouvelles instructions dans la plateforme qui généraient de nouvelles discussions. Alors, je vais vous montrer. Caroline, c'était ça. En fait, donc chaque semaine, il y avait un nouvel onglet qui apparaissait. Et c'était vraiment réduit sa plus simple expression là. Alors le premier, on avait quelques vidéos, des vidéos d'introduction de comment utiliser Caroline. Et voilà, c'était juste ça qui disait connectez-vous au site web pour accéder aux leçons. Alors le site web, c'était ça.
Donc chaque semaine, il y avait une nouvelle leçon qui apparaissait là. Et donc vous pouvez cliquer et parcourir la leçon. Donc c'était des pages qui pouvaient être relativement simples et puis passer à la suivante. Next. Donc chaque semaine, il y avait 5 à 6 pages. Et là en bas, ils pouvaient cliquer sur un lien pour démarrer des discussions ou continuer des discussions qui étaient déjà en cours. Donc par exemple sur la 1.2, si je clique, ça ouvre une fenêtre dans Google+. Donc on a créé une communauté Google+. Parce que bon, ça offrait des fonctionnalités très pratiques pour générer des discussions et faire des commentaires. Par exemple, cette page-là a généré toutes ces discussions-là. En fait, les gens pouvaient soit générer une nouvelle discussion, ça crée un nouveau blog, soit après, une fois que c'était généré, ils pouvaient commenter. Par exemple, là, il y a 13 commentaires. Donc ça a été extrêmement efficace et extrêmement intensif pour impliquer les gens en discussion. En plus, ils pouvaient partager d'autres matériaux. Là, c'est un autre cours qui était disponible sur YouTube que quelqu'un. Alors, au niveau des statistiques d'utilisation, donc le teaser a été vu 3000 fois. Enfin, ça compte encore. Hein. Aujourd'hui, on en est plutôt à 3500. Ça, c'était 3000 au moment du début du MOOC, mi-octobre. Il y a eu 900 inscrits. Donc 30% des gens qui ont vu le teaser étaient inscrits, donc on considérait que le teaser était pas mal quand même, parce que c'est des gens qui ont envie de s'inscrire. Sur les 900 inscrits, il y en a 584 qui se sont présentés à la première leçon, 445 qui sont inscrits dans la communauté Google+. Alors il y avait à la fois la possibilité de s'inscrire dans la communauté Google+, et la possibilité d'utiliser le forum, donc la Reline, parce qu'on ne voulait pas obliger les gens à créer un compte Google, il y a des gens qui ne veulent pas non plus laisser des traces publiques. Mais en fait, le forum, il n'a pas été utilisé parce que bon, la communauté Google+, l'outil est vraiment beaucoup plus à la fin de chaque leçon, il y avait un quiz. Donc il y a la première leçon, il y a 405 qui ont répondu au premier quiz. Sur le forum plus Google+, ça c'est le nombre de gens qui ont laissé un message pour se présenter, soit sur le forum, soit sur Google+, donc 150, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et au total, il y a eu 63 qui ont eu un certificat de participation. Il y avait plusieurs, ce qu'on appelait plusieurs tracks à suivre. Une piste de base pour les gens qui voulaient passer à peu près 2 heures par semaine, et puis des gens qui voulaient s'impliquer plus dans des exercices de programmation ou de rédaction. C'est la Advanced Track. Donc il y a eu 63 pour le certificat de base, parmi lesquels 41 pour le certificat Advanced. On a invité les gens à se mettre en équipe. Il y a eu 21 équipes créées. Il y a 10 personnes qui sont venues sur les hangouts. Et on a compté 11 personnes qui sont tellement impliquées dans les discussions qu'on les considérait même comme des leaders de la communauté, c'est-à-dire qu'ils répondaient avant nous aux questions que les autres participants pouvaient poser. Au niveau de l'acquisition de nos participants, notre stat c'est ça, donc on a eu 42%, c'était des emails par mailing list ou un autre, donc on a diffusé sur des mailing lists scientifiques dans nos communautés. Pardon. Le fait que comment les gens sont-ils venus à ton cours, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est les statistiques de l'analytics sur les acquisitions. 21 par les réseaux sociaux, on a fait la front page de Reddit, hein, quand même, on a eu un pic, ça a duré quelques heures. Google+, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook. Mon cours, donc c'est basé sur un cours que je donnais ici à l'Université de Lyon, que j'avais aussi enregistré, qui est disponible sur YouTube, et il y a pas mal de visiteurs, ça peut les amener au mot. Ensuite, les référals, donc c'est dans des blogs. On a eu 20%, on a un blogueur russe qui nous a cités, donc ça met plein de russes. Des recherches, donc ça c'est uniquement Google hein, comme moteur de recherche, il n'y a pas d'autres moteurs de recherche, 9%. Et des index de MOOC, MOOClist qui est un index international. Et puis Fun, alors là, Fun c'est un peu foiré parce qu'ils nous ont inscrits 3 jours avant que le MOOC. C'est un gamin fou à catastrophe. Sur le portail. Bon, il y avait des problèmes de technique aussi, on remplissait les formulaires mais ça n'arrivait pas au bout. Ça c'est vraiment dommage, ça aurait dû être beaucoup. Ça fait que ça aurait pu être plus important. Le fait de ne pas être sur la plateforme, c'est pénalisant. Au niveau de la géographie des gens, donc 21% de Français, 17% d'Américains, puis après tout de suite une grande répartition, au total 78 pays. Donc Indiens, beaucoup d'anglophones évidemment. Donc les Russes qui sont là, Canada. Alors ça, donc plus de 78 pays, donc on a des amis dans le monde entier. Oui.
Le statut professionnel des participants, donc 11% de undergrads, donc niveau licence, graduate, donc soit master ou PhD students, aussi 20%. Et après, on n'a pas demandé entre professionnels et retraités. En fait, on a pas mal de retraités. Donc, avec une catégorie de 60%. C'était assez amusant d'ailleurs parce qu'on avait des retraités qui se plaignaient que leur coéquipier ne bossait pas assez. Et ça, c'est là. Alors, c'était un MOOC qui était. On a ouvert à la fois en computer science et en cognitive science, parce qu'il y a ces deux aspects dans le MOOC. On voulait vraiment mettre des gens des deux backgrounds ensemble. On a les a incités à former des équipes transdisciplinaires entre des gens qui venaient des sciences cognitives, de la psychologie, ou même de la philosophie. On a eu des philosophes de l'esprit qui étaient là, parce qu'évidemment, ça touche toutes ces questions, et on les a mis ensemble avec des informaticiens. On a quand même surtout touché des informaticiens, 69%, cognitive science, philosophie, 7%, mais on avait des gens qui se réclamaient des deux, 12%. Et puis autres, on ne sait pas, mais 12%. Alors au niveau du temps passé, donc ça c'est ce que j'ai noté. Donc moi j'ai passé environ 3 mois à temps plein, 420 heures, j'ai marqué là. Donc pour le design et l'animation, on est parti sur 6 mois. Cécile qui a testé les quiz, aidé au design des quiz, 48 heures. Un ami et collègue américain qui a fait la vérification de l'anglais, qui a passé une vingtaine d'heures. Donc au total, on a 488 heures de conception du cours et d'animation du cours, donc entièrement du temps bénévole. S'il n'y a pas eu de Pôle emploi, ça n'aurait pas été possible. Au niveau du soutien UCBL, donc on a eu la vidéo création, donc on a surtout fait le teaser. Après les autres vidéos, c'était des petites vidéos de quelques minutes, c'est moi qui les ai fait. C'était quand même, ça demandait moins d'implication que d'aller faire ça de manière professionnelle. C'était des trucs par copie d'écran avec une sonorisation. Bref, donc on a eu 48 heures d'aide à la vidéo du teaser. Pour de l'aide pédagogique, on a eu 22 heures. On a une prof d'anglais qui nous a aidé 2 heures. Enfin, là, on aurait bien apprécié avoir plus d'aide pour relire l'anglais. Mais bon, on ne pouvait pas lui demander, elle n'était pas financée pour ça. On a eu une stagiaire, Aurélie Kong-Wing Chang, pour 3 mois, qui a été donc financée par Côte. J'ai passé donc 3 mois de stage. Puis on a eu l'aide de 2 étudiants de master, Rémi Cassado, Florian Bernard, qui ont testé les exercices. Donc il y avait des exercices de programmation qui étaient testés à chaque fois par des étudiants une semaine à l'avance. Alors on a eu de très bons feedbacks. Surtout ce que je veux signaler, c'est que donc j'en ai mis 2 exemples là. Donc ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de vidéo lecture, donc de cours magistral, et ils ont vraiment apprécié ça. Donc voilà, on a bien aimé comme le cours. Donc cette façon de structurer le cours que je vous ai présenté, on a eu d'excellents retours là-dessus. Donc en conclusion, on est vraiment très contents, ça s'est vraiment très bien passé. Donc on a eu le support de l'UCBL donc pour le teaser, comme je vous disais, donc pour que la plateforme Caroline Connect, l'hébergement de site web, on a bien apprécié. Mais bon, je tiens quand même à peut-être signaler d'autres besoins. On a complètement échoué à toucher la presse locale, les blogueurs. Potentiellement, ça aurait pu intéresser plein de blogueurs en high-tech ou des podcasteurs. On a complètement échoué à les toucher. On a complètement aussi échoué à toucher les entreprises. Donc ça aussi, on pouvait avoir de l'aide là-dessus pour la prochaine fois, c'est très bien. Le graphic design, bon, on a pareil, on a j'ai présenté à Ben. Pardon? J'en ai parlé à Ben, qui était une conférence dans laquelle il y avait 900 personnes. Ouais, peut-être qu'il y en a qui sont venus. Mais en tout cas, bon, je n'ai pas vu. Le seul blog monté, c'est dans ce blog russe. On aurait pu avoir un support au niveau de l'anglais. Et puis au niveau plateforme, c'est bien qu'on en ait eu, c'est bien, mais bien sûr, il y a plein de progrès à faire. Il n'y a pas d'outil de gestion d'équipe. Je crois qu'il y en a un maintenant. Depuis peu, j'ai vu ça dans Caroline, le dernier. Depuis 3 semaines. Et pour gérer les certificats de participation, on a été obligé de les générer à la main. C'est un peu dommage, heureusement qu'il y avait 63. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc maintenant, on va transformer ça en un permaMOOC. Alors on a encore le financement ECAP pour un stagiaire, donc on va l'utiliser pour financer Florian Bernard, qui est un stagiaire de Master 2. Transformer ça en permaMOOC et puis aussi faire un événement. Donc on va organiser la conférence BICA à Lyon à l'automne. BICA, c'est les Biologically Inspired Cognitive Architectures. On va faire un événement, inviter les participants du MOOC s'il y en a qui veulent venir. Et ça s'est décidé à Boston. Ouais. Oui, il m'a dit. Ouais. Je sais pas le temps.
Voilà. Avec Amélie qui était là-bas. Donc ce que je voulais te dire, juste comme commentaire là-dessus, c'est que les vidéos, dans l'expérience Fovea et dans l'expérience idéale, en creux quoi, les vidéos de Fovea qui étaient pourtant très très bien, qui n'étaient pas trop regardées, il les regardait quand il y avait l'exercice à faire, tu es d'accord hein? Ce que tu disais tout à l'heure. Les vidéos sonorisées n'ont pas été... Ouais, sonorisées, ça. Les vidéos au sens classique du terme, sur YouTube, quoi. De ce type-là. Oui. Les gens, ils allaient, puis ils zappaient un peu, parce que c'est pas, qu'elles étaient un peu longues, 10 minutes, un quart d'heure, hein, je crois. 15-20 minutes. 15-20 minutes, c'était bien, c'était sûrement bien trop long. Mais voilà, c'est parce qu'il y avait des animations qu'il fallait suivre, et puis il y avait des explications en fond sonore. Et que les gens cherchent des activités, quoi. C'est vraiment ça, que les gens ils s'inscrivent sur un MOOC, qui veulent être actifs. Et que c'est. En fait, ils vont vers les quiz quasiment en anglais. Et puis ils regardent, et puis quand ils n'y arrivent pas, ils reviennent. L'idée des quiz au fur et à mesure, c'est vachement bien. Il y a des gens qui nous ont signalé qu'on aurait dû faire ça aussi, des quiz. Parce que là, on faisait des quiz uniquement à la fin, un quiz à la fin de la leçon. En fait, c'est vrai que ça aurait été bien d'en faire. Le quiz d'introduction pour dire qu'est-ce que vous savez, et puis on commence à poser en etc. En fait, finalement, ils sont actifs tout de suite, puis ils disent, bah tiens, il faut vraiment que je creuse ça, quoi. Et ça, c'est le truc qu'il faut vraiment retenir. Ça. Un MOOC, c'est des activités d'abord. Donc le modèle de vidéo, quiz, on s'ennuie. Hein. Et puis les gens vont ailleurs. Alors, les activités que Olivier a mises sur le web, il aurait pu les mettre dans Caroline Connect, mais c'était encore à l'époque un petit peu un effort, parce qu'il fallait passer par l'outil Caroline Connect pour créer son site web. Mais c'est possible. Hein. On ne peut pas compete avec les outils du web. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on sort du web quand même. C'est qu'a priori, du coup, on n'est plus visible, par exemple, par Google. C'est des choses qui sont, je sais pas, c'est ce qu'il dit. Il faut regarder. En tout cas, ça fait partie des choses qui montrent qu'on ne peut pas faire un MOOC en étant juste dans le MOOC, quoi, dans la plateforme. C'est pas